Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Yann Le Swarm, je suis ergonome chez Open Group et aujourd'hui je vais vous parler de user experience et de retour sur investissement. Donc si vous vous demandez comment augmenter les chances de succès des projets de votre entreprise, alors la vidéo qui va suivre va vous permettre de constater que l'expérience utilisateur est une des clés de la réussite. Alors, on va commencer par un bref rappel sur le domaine qu'on met derrière le terme user experience parce que c'est un domaine qui est assez vaste et pas forcément connu de tous. Quelques repères pourraient s'avérer utiles. Ensuite, on verra les principales formes que peut prendre le retour sur investissement de la mise en place d'un process UX. Et on finira par 7 études de cas qui illustrent la concrétisation en fait de ces retours sur investissement sur des projets sur lesquels j'ai travaillé personnellement. Donc je peux en parler assez facilement. Alors, un bref rappel d'abord sur ce qu'on met derrière le terme user experience. Alors, quand on parle de UX ou de user experience, on parle en réalité d'un domaine qui est assez vaste et assez diversifié. Alors, si on remonte aux origines du concept, l'inventeur de ce terme de user experience s'appelle Don Norman. Alors, Don Norman, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un grand monsieur, c'est un personnage éclectique et qui est bien connu dans le domaine du design et de l'ergonomie. Après un cursus en ingénierie électrique et informatique au MIT, il a effectué son postdoc au Centre d'études cognitives de Harvard avant d'aller fonder l'Institut des sciences cognitives à l'Université de San Diego. Et donc c'est là qu'il a développé ce concept de user-centric design, donc on dirait en français de conception centrée sur l'utilisateur. Et en 93, il va quitter l'université pour rejoindre Apple. Et là, il va développer les activités de conception centrées sur l'utilisateur et il sera le premier à parler de user experience. Donc son apport à la compagnie à ce titre-là sera vraiment reconnu parce qu'il va être nommé Apple Fellow. Donc c'est une distinction honorifique interne à Apple et fortement désirée, on va dire, chez les salariés d'Apple. Et par la suite, il deviendra même vice-président de la compagnie. Donc c'est un monsieur qui a quand même une longue et riche expérience et on connaît le succès des produits Apple. Donc on peut accorder à Don Norman un crédit certain en tant qu'évangéliste du domaine de tout ce qui est user experience, notamment en ergonomie et en design. Et donc, Don Norman, qu'est-ce qu'il nous dit à propos du terme de user experience? Il définit en fait ce concept comme un domaine qui englobe toutes les facettes de l'interaction d'un utilisateur final avec la compagnie, avec ses services et avec ses produits. Rien de moins que ça. Donc c'est vraiment une définition qui est extrêmement large et qui n'est pas du tout limité aux questions d'ergonomie ou de design comme on peut souvent le voir, puisque l'étude de user experience suppose une approche transdisciplinaire qui intègre notamment les sciences cognitives, dont fait partie le domaine de l'ergonomie, mais aussi le marketing, le design et l'ingénierie sous toutes leurs formes. Donc, les moyens qui sont mis en œuvre pour étudier l'expérience utilisateur sont assez variés, mais on peut en citer brièvement quelques-uns, en termes de quelques méthodes. Donc, d'une part, on peut parler du shadowing, qui consiste en l'observation directe d'utilisateurs en situation réelle afin de collecter des informations sur les conditions naturelles d'usage. Donc les audits, qu'on appelle également parfois expertise heuristique, font appel aux connaissances d'experts pour identifier les problèmes potentiels d'un système. On entend également souvent parler des tests d'utilisabilité ou alors qu'on appelle également tests utilisateurs, qui constitue un peu la méthode reine dans le domaine et qui consiste en l'organisation de tests scénarisés
durant lesquelles les utilisateurs sont mis en situation d'utiliser l'application étudiée. La combinaison de questionnaires et de l'observation directe permet de collecter des informations détaillées et fiables sur les problèmes que pose l'utilisation de l'application visée. Ensuite, l'animation d'ateliers d'idéation ou de conception fait également partie des méthodes qui sont fréquemment employées afin de réunir l'ensemble des parties prenantes d'un projet et de construire un consensus sur les besoins et sur une approche de conception. Enfin, l'exploitation de données collectées de façon automatisée est également une possibilité intéressante. Alors, la prise en compte de l'expérience utilisateur dans une entreprise passe par l'orchestration de compétences variées, avec pour principe de placer l'utilisateur final et l'expérience qu'on lui fait vivre au centre des préoccupations. C'est ce qu'on appelle une approche centrée sur l'utilisateur. L'objectif est de mettre en œuvre des méthodes formelles de collecte d'informations en provenance directe, du moins la plus directe possible, des utilisateurs finaux, et d'utiliser l'ensemble de ces informations pour informer les choix effectués dans l'ensemble de l'entreprise. Cette prise en compte sera généralement progressive et itérative, mais néanmoins, elle tendra à ce que l'utilisateur ait le sentiment d'être considéré comme un hôte de marque. Et si on pense spontanément au domaine B2C et à l'expérience vécue par les utilisateurs finaux grand public, il convient de préciser que l'approche centrée sur les utilisateurs et la prise en compte de l'expérience utilisateur peut également s'appliquer aux produits et aux services à usage professionnel, qu'ils fassent partie de l'offre dans un modèle B2C ou qu'il s'agisse d'outils professionnels utilisés à l'intérieur même de l'entreprise. Dans ce contexte, c'est l'utilisation faite des outils dans le contexte opérationnel qui sera étudiée et prise en compte afin d'assurer que les outils en question seront le plus adaptés possible aux besoins des utilisateurs. Donc c'est un champ d'étude qui est très vaste parce qu'il concerne potentiellement toutes les dimensions d'interaction des opérateurs d'une entreprise avec ses outils de production et de ses clients avec les produits et services qu'elle commercialise. L'objectif général de la démarche, c'est de créer de la valeur en augmentant le degré de satisfaction des utilisateurs et en favorisant le meilleur rendement des outils de travail. Maintenant que nous avons situé le cadre des activités en User Experience, je vous propose de résumer la façon dont ces activités créent de la valeur pour vos projets, vos clients ou votre entreprise. Alors, comme vous vous en doutez, tout travail mérite salaire. Et la mise en œuvre des activités en User Experience nécessite d'y allouer des ressources, ça a donc un coût. Réciproquement, l'objectif de faire intervenir des spécialistes en User Experience n'est généralement pas philanthropique. Ça vise justement à cette création de valeur. Donc on va examiner d'un petit peu plus près les modalités de cette création de valeur et du retour sur investissement que peut générer la mise en place d'un processus UX. Alors, le premier niveau de retour sur investissement concerne les outils qui sont mis en œuvre par l'entreprise pour mener à bien ses propres activités. Donc, l'idée est ici de travailler sur l'outil de production afin d'éviter les pertes inutiles de temps, les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée, ou les dysfonctionnements qui peuvent découler de problèmes dans la conception des outils. Tout ceci afin de favoriser un bon rendement grâce aux gains de temps et aux gains de charge mentale qui découlent des améliorations sur les outils. Donc ces bénéfices seront d'autant plus élevés que l'outil concerné est utilisé fréquemment par un grand nombre de personnes et pour des activités critiques. En donnant la parole aux utilisateurs, cette démarche favorise en outre l'adoption des nouveaux outils proposés. S'agissant maintenant des produits et des services commercialisés par l'entreprise. La prise en compte de l'expérience utilisateur va permettre d'identifier les attentes des utilisateurs et d'adapter l'offre en fonction de ces attentes. Ceci va permettre de générer un bénéfice de réputation pour l'entreprise, une augmentation de la fréquence d'usage, une augmentation du nombre de prospects ou de visiteurs s'il s'agit d'un site internet,
et aussi une augmentation du taux de conversion de ces prospects en clients. Alors, un autre bénéfice concerne le cycle de développement du service à proprement parler. Donc la première forme de bénéfice à ce niveau-là provient de l'identification précoce des attentes des utilisateurs, qui va permettre de viser juste, ou en tout cas plus juste, dès la conception initiale. Sans implication des utilisateurs dans le processus de conception, ce dernier va généralement comporter un plus grand nombre d'itérations pour arriver à un résultat qui répond aux attentes des utilisateurs. Dans certains cas, des développements inutiles vont être réalisés, inutiles parce qu'ils ne répondront pas aux besoins effectifs des utilisateurs. Dans le meilleur des cas, ces développements inutiles vont être supprimés par la suite, mais bien souvent, leur inutilité et l'absence d'usage que rencontre telle ou telle fonctionnalité va passer inaperçue et ça va être conservé dans la conception de l'application et ça va continuer de générer des coûts de maintenance récurrents par la suite. Les activités de conception centrées sur les utilisateurs vont permettre d'identifier les besoins et de faire d'emblée des choix plus appropriés. Et le passage par une maquette va offrir un aperçu concret de la future application envisagée pour un coût largement inférieur au développement équivalent. Les développements réels pourront ensuite être menés droit au but. Un autre bénéfice concerne l'augmentation de la vélocité des activités de développement à proprement parler. D'une part, une fois les activités de développement lancées, les développeurs bénéficient de maquettes qui leur permettent de se représenter le résultat attendu en ce qui concerne les fonctionnalités, l'aspect graphique et la façon dont les écrans s'enchaînent. Les développeurs passent moins de temps de ce fait en analyse et on évite des pertes de temps dues à des incompréhensions dans la rédaction des spécifications, etc. D'autre part, ils bénéficient d'assets graphiques et d'informations détaillées en termes de spécifications graphiques, ce qui accélère également les activités de développement. Alors, on va pouvoir passer au cas concret. Donc, comme je vous le disais, il y a 7 cas concrets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, on va faire un petit parcours sur chaque cas, sur une explication du contexte d'intervention, sur le processus qui a été mis en place et sur les bénéfices qui ont pu découler des différentes interventions. Alors, pour ce premier exemple, j'aurais souhaité vous montrer le logo de cet acteur majeur de la grande distribution française, pardon, mais on a un accord de confidentialité qui nous en empêche. Mais ceci dit, même sans cet accord de confidentialité, je n'aurais pas eu grand-chose à vous montrer. C'est-à-dire que je n'aurais pas eu d'écran et j'aurais pas eu le moindre composant d'interface graphique à vous montrer. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous raconter l'histoire d'une fonctionnalité en fait sur laquelle j'ai travaillé. Comme je vous le disais, le client concerné est un acteur de la grande distribution. Dans ces entrepôts, donc il y a des salariés qui procèdent à ce qu'on appelle de la préparation de commandes ou du picking. Et les préparateurs de commandes disposent d'un chariot qui peut accueillir plusieurs colis, et chaque colis étant à destination de magasins différents. Open a développé une application connectée qui permet aux préparateurs d'être guidés dans le déroulement de la commande en recevant des indications détaillées sur la nature de la commande, sur l'allée dans laquelle ils doivent se rendre et l'adresse à laquelle ils vont trouver les produits, le nombre d'articles qu'ils doivent prélever, etc. Donc l'application imprime des étiquettes que le préparateur colle sur chaque article avant de le placer dans le colis approprié, de façon à ce que dans le magasin, les colis soient étiquetés. On m'a sollicité pour définir l'interface homme-machine qui entrerait en jeu lors d'un cas de figure particulier, celui où le nombre d'articles disponibles ne permet pas d'honorer les commandes, et où il faut procéder à une répartition des articles entre les différents magasins, et donc entre les différents colis. Lors de la présentation fonctionnelle, il m'a été proposé de rajouter un bouton
et de définir un écran qui permettrait de saisir le nombre de colis disponibles et de saisir manuellement la façon dont les colis seraient ventilés entre les différents colis. Enfin, dont les articles, pardon, seraient ventilés entre les différents colis. L'implémentation de cette fonctionnalité, c'était estimé à environ 1 ou 2 jours de conception et quelques jours de développement par un développeur. Après réflexion sur l'activité plus globale du préparateur de commandes et sur sa situation de travail, j'ai proposé une approche radicalement différente qui impliquait qu'il n'y aurait pas de bouton à rajouter, qu'il n'y aurait pas d'icône à trouver pour signifier cette fonctionnalité d'absence du stock, etc. Parce que c'est une application internationale, donc il y avait un besoin de ne pas créer trop de libellés à traduire, etc. dans les différentes langues. Il n'y aurait pas de formulaire de saisie à développer. Et forcément, le coût de développement serait moindre et surtout, du point de vue des utilisateurs finaux, il n'y aurait pas besoin de passer du temps à faire cette saisie du nombre de colis et de la façon dont ils les répartissent. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on allait plutôt modifier l'algorithme qui gère l'ordre d'impression des étiquettes et au lieu d'imprimer toutes celles du premier magasin, puis toutes celles du deuxième magasin, etc., l'algorithme allait plutôt les imprimer par alternance. Et donc la répartition des colis serait faite de façon totalement transparente. Et alors moi, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est que ça illustre le fait qu'une intervention centrée sur l'utilisateur peut diminuer à la fois le coût de développement d'un système et sa complexité d'usage du point de vue de l'utilisateur final. Ça illustre aussi le fait qu'assimiler les activités de conception centrées sur l'utilisateur, donc de user experience, etc., à de la conception d'interface graphique ne traduit pas vraiment la réalité de la démarche, parce que on le voit, dans certains cas, on peut déboucher sur le fait de supprimer une interface homme-machine et de trouver une autre façon de procéder dans l'organisation du travail. Alors, l'exemple suivant, c'est l'exemple d'un site internet éditorial qui est celui du réseau des CCI de Bretagne, donc des chambres de commerce et d'industrie. Donc le site en question s'appelle bretagne-économique.com et il est dédié aux entreprises et et aux acteurs économiques de la région. Donc, dans ce cas de figure, la demande était d'établir des préconisations sur les évolutions à apporter sur l'ergonomie du site et sur les fonctionnalités proposées. Il était aussi demandé de conserver l'aspect graphique du site. Le contexte, c'était une volonté de développer l'audience du site. Il y avait eu une évolution récente de la charte graphique et il était plutôt demandé de faire une intervention qui serait légère, qui viserait plutôt à identifier ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des interventions dont le coût serait modéré, voire très modéré, et qui permettraient néanmoins d'avoir un bénéfice substantiel. Alors, le process que nous avons mis en place, c'est un process qui était vraiment extrêmement léger et très très éloigné d'une refonte complète. C'est-à-dire qu'on a commencé par un atelier d'une demi-journée qui m'a permis de prendre connaissance du site, des problématiques éditoriales, etc. Et de construire un consensus sur les objectifs de l'intervention en identifiant les axes d'amélioration, les contraintes et les priorités. Ensuite, j'ai procédé à un audit basé sur des critères d'utilisabilité et sont sortis de cet audit une petite trentaine de recommandations d'ordre purement ergonomique. Donc j'en ai mis un exemple ci-contre. Voilà, ce qu'on voit en haut, c'est un écran du site tel qu'il existait au début de l'audit, au moment de l'audit. Et donc la recommandation, c'était basé sur un constat qu'en fait sur un écran de taille modérée, en fait l'entête du site occupait une très très grande taille
à peu près 50% de la hauteur d'un écran, par exemple. Et donc la recommandation, c'était de réduire la hauteur de l'entête en réduisant principalement la taille du logo et celle du champ de recherche. Voilà, donc c'est vraiment des recommandations extrêmement simples et concrètes. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y avait une trentaine de recommandations à peu près du même ordre. Et ensuite, sur la base de ces recommandations, j'ai réalisé un prototype interactif partiel, très partiel même, parce qu'il comportait concrètement 4 pages. Et le but d'illustrer enfin, de reconcevoir ces 4 pages dans un prototype interactif, c'était d'illustrer la prise en compte des différentes recommandations sous une forme concrète et facile à communiquer vis-à-vis des équipes techniques et du commanditaire. Donc voilà, j'ai mis un exemple d'écran qui avait fait l'objet du maquettage. Donc on est vraiment sur des choses extrêmement relativement simples et faciles à maqueter et rapides. Et s'agissant du retour sur investissement de cette intervention, je vous laisse constater les écarts de chiffres entre l'année précédente, enfin l'année qui a précédé cette intervention, et l'année 2019, au début de laquelle les modifications ont été apportées. Alors, voilà, donc on est passé de 502 000 à 660 000 pages vues. Donc concrètement, c'est une augmentation de 31%, une petite coquille, mais c'est 31%, donc c'est quand même pas si mal. En termes de nombre d'utilisateurs, on est passé de 265 000 à 380 000 utilisateurs. Et en termes de nombre d'abonnés à la newsletter, on est passé de 2 000 à 3 500. Donc ça fait une augmentation de 75%. Euh, voilà, on est quand même sur des augmentations très significatives, alors que, bah, comme je le disais, il y a simplement une trentaine de recommandations qui avaient été émises, mais ce ne sont même pas toutes les recommandations qui ont été prises en compte. Concrètement, il y en a plutôt à peu près un tiers qui ont été prises en compte. Donc, vous pouvez constater que, voilà, en prenant, en fait, en prenant en compte des recommandations ergonomiques, somme toute assez simples, assez rapides à établir, on peut parfois arriver à des retours sur investissement, assez significatifs en termes d'impact dans les indicateurs de performance d'un système. Là, j'ai fait un petit exercice alors qui ne concerne pas directement le site Bretagne économique, mais c'est plutôt une projection en fait sur la base du type d'amélioration en fait des indicateurs qui a été évoqué précédemment. Donc j'ai pris l'exemple d'une boutique en ligne qui initialement accueillerait 20 000 visiteurs par jour, donc 600 000 par mois, avec un budget de fonctionnement de 120 000 euros, un taux de conversion de 2%, donc c'est-à-dire 12 000 clients par mois. Par rapport au budget de fonctionnement, ça veut dire que le coût d'acquisition d'un client est d'approximativement 10 euros. Si ce client a un panier moyen de 35 euros, ça veut dire que si on déduit ce coût d'acquisition moyen d'un client, il y a à peu près 25 euros de bénéfice moyen par client. Et donc, si on fait le produit par rapport à ces 12 000 clients, ça veut dire qu'on a à peu près 300 000 euros de bénéfices. Alors maintenant, en prenant la même base de nombre de visiteurs, etc., j'ai fait l'exercice en prenant les chiffres issus de Bretagne économique, qui là, pour le coup, sont des projections concrètes en termes d'amélioration apportée. Et donc, si on prend ce cas de figure imaginaire d'un site de commerce en ligne qui accueillait 20 000 visiteurs, si on a 40% de visiteurs de plus, ça veut dire qu'au lieu d'en avoir 20 000, on en a 28 000. Et donc, au lieu d'avoir 600 000 visiteurs par mois, on en a 840 000. Et ensuite, par rapport au même budget de fonctionnement, ça veut dire qu'à taux de conversion égal, on a 16 800 clients par mois. Et donc, en poursuivant la même projection que précédemment, au lieu d'avoir 300 000 euros de bénéfices à la fin, on en a 470 000.
Alors on peut imaginer que voilà, s'il y a plus de clients, etc., peut-être que le budget aura augmenté un petit peu. C'est peut-être pas strictement comme ça que ça se passerait, mais bon, on peut constater que c'est quand même une augmentation assez significative. Et ensuite, j'ai fait l'exercice où en plus d'avoir ces 40% d'augmentation sur le nombre de visiteurs, on imagine qu'on améliore le tunnel de commande, le tunnel d'achat, et on a une amélioration de 50% du taux de conversion. Et donc, voilà, faisant la même projection, on se retrouve avec un taux de conversion à 3% et 25 200 clients par mois. Et donc, au final, au lieu d'avoir 300 000 euros à la base, 470 000 grâce à une augmentation du nombre de visiteurs, on se retrouve avec 762 000 euros de bénéfices cumulés. Donc, on voit que sur le domaine du commerce en ligne, la performance d'un tunnel d'achat et de la navigation générale dans un site, dans un contexte très concurrentiel, peut vraiment faire la différence entre un business qui fonctionne ou un business qui ne fonctionne pas. Alors, cet exemple précis de Bretagne économique avec des indicateurs précis, etc., comme j'ai pu le donner. C'est l'exemple le plus étayé en termes de chiffres parmi ceux que je vais vous donner, parce que ben, en fait, c'est l'usage quand on opère un site web de mettre en place des outils d'analyse et type Google Analytics, etc. ou autre, hein. Mais du coup, les tenants du site disposent de métriques, de KPI pour évaluer l'effet d'une intervention. Donc ça a un côté assez commode quand il s'agit d'évaluer un retour sur investissement. Malheureusement, cet usage d'avoir des indicateurs de performance, etc., n'est pas forcément très répandu en ce qui concerne les indicateurs des outils qui sont utilisés à l'intérieur d'une entreprise ou sur la vélocité d'une équipe de développement. Néanmoins, les témoignages jouent plutôt en notre faveur et permettent d'illustrer le fait que les entreprises qui font appel à des spécialistes en user experience, ils trouvent leur compte. Alors, l'exemple suivant concerne une entreprise qui s'appelle Exactech, qui fournit des produits et des services qui améliorent l'expérience de chirurgie orthopédique. Alors, la demande, c'était une demande de mise en cohérence et de définition de guidelines d'interface utilisateur. Alors, le contexte, c'est une startup qui est en phase de croissance, qui a développé une solution technique et qui l'a déclinée pour différents usages métiers. Et donc, ces produits avaient coévolué parce qu'ils étaient mis en œuvre concrètement par des équipes différentes. Et du coup, mécaniquement, les produits avaient commencé à diverger. Alors, parfois pour des raisons normales, on va dire, c'est-à-dire que les besoins métiers pouvaient être différents et du coup, concrètement, c'est normal que les applications se différencient en fonction de ces usages. Mais quelquefois, c'était plus le fait qu'il y ait une communication insuffisante ou pas forcément le temps de faire des choses de façon cohérente entre les différentes équipes. Euh, et donc, alors il faut savoir que c'est une entreprise qui implique déjà fortement ses utilisateurs dans le processus de conception, parce qu'en fait, il y a des essais en laboratoire d'anatomie qui sont mis en œuvre de façon très régulière et qui permettent d'éprouver les évolutions du système. Euh, alors, le système en question, concrètement, il s'agit d'un dispositif, en fait, c'est un système connecté, en fait, avec un écran qui est connecté à un système de capteurs qui détecte des outils de chirurgie. euh, et de cette façon, en fait, le système arrive à déterminer la position et l'angle des outils de chirurgie. Et donc, le chirurgien prépare avant l'opération
les caractéristiques des gestes en fait qu'il veut mettre en œuvre, donc le choix des prothèses, le diamètre des percements, les profondeurs, etc. Donc tout ça en s'aidant de l'imagerie médicale, etc. Et du coup, une fois au bloc, il bénéficie d'un retour en temps réel sur ses gestes et sur l'atteinte des objectifs qu'il avait fixés auparavant, c'est-à-dire qu'il sait quand il a percé à la bonne profondeur, etc. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, bon, il y a eu le process initialement, ça a déjà consisté par une prise de connaissance de ma part, parce que c'est un domaine d'activité qui est quand même spécifique. Je ne suis pas chirurgien. Donc voilà, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un domaine à criticité élevée, puisque concrètement le système est utilisé alors que on se trouve au bloc. Euh, et à côté de ça, au niveau ergonomique, il y a des conditions qui sont assez particulières, puisque comme vous pouvez le constater sur les photos, il y a une distance importante entre l'utilisateur et l'écran, et également des conditions lumineuses assez difficiles, d'une part parce que il y a un éclairage partialitique donc, qui est fait pour la scène opératoire. Et ensuite, il y a l'écran lui-même, il était déjà loin, mais en plus, il est couvert d'un champ opératoire stérile. Euh, voilà, donc le fait d'avoir une phase de prise de connaissance et d'observation préalable, ça m'a permis de me rendre compte aussi de ce type de problématique. Ensuite, il y a eu une étude de l'existant. Donc, concrètement, c'est comme je le disais tout à l'heure, les applications sont basées sur un principe commun, mais ensuite il y a des applications qui ont divergé, qui ont été dédiées à des usages distincts. Donc, pour les opérations de l'épaule, pour l'opération du genou. Euh, et dans certains cas, ce qu'il faut savoir, c'est que autant les équipes de conception et de développement, voilà, fonctionnent en parallèle sur ces problématiques. Pour autant, il y a des utilisateurs qui sont communs à ces différentes applications potentiellement. C'est-à-dire qu'un chirurgien peut, dans certains cas, opérer une fois l'épaule, une fois le genou, et du coup, le besoin concret d'avoir une homogénéité et une cohérence dans la façon dont se comportent les différentes applications qu'on lui propose, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, en termes d'intervention de conception sur ce projet, il y a eu déjà un travail sur des problématiques spécifiques qui avaient été identifiées par les équipes de conception. Donc là-dessus, j'ai pu maqueter des variantes de conception, par exemple sur des problématiques particulières. Donc là, j'ai pris un exemple parmi d'autres, hein, mais il y avait des problématiques, par exemple, une nécessité. En fait, le système avait besoin que le chirurgien maintienne l'outil d'acquisition de données, donc son outil opératoire, en place après une certaine action chirurgicale, de façon à procéder à une acquisition de données, besoin d'un petit peu de temps. Et donc là, il y avait deux stratégies. C'était soit procéder à un rappel avant l'action, le risque étant que, du coup, en termes de mémorisation, en fait, le chirurgien fait qu'il ait oublié qu'il doit maintenir l'outil, et du coup il passait à la suite, et ça pose rentre dans un cas d'utilisation un petit peu plus complexe. Ou alors on pouvait lui rappeler pendant l'action qu'il y avait ce maintien d'outils à faire, mais auquel cas il fallait pas le faire de façon trop intrusive, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit vu, mais pas gênant, parce que pendant l'utilisation de l'écran en question. Donc ça s'est concrétisé par différentes possibilités, avec d'une part voilà, un pop-up dédié qui illustrait la possibilité de faire un rappel avant l'action opératoire, et sinon un petit élément avec une animation légère qui permettait de faire un rappel pendant l'action opératoire. Donc voilà. Donc là, c'est le genre de maquette qu'on peut produire et qui permet justement de montrer quelque chose de concret à des utilisateurs de façon à ce qu'ils ils se prononcent en fait entre les différentes possibilités et du coup à ce que les équipes de conception sachent
concrètement vers quoi s'orienter. Alors là, il n'y a peut-être pas de solution, il n'y a pas toujours de solution parfaite, mais au moins on peut essayer d'aller vers celle qui convient au plus d'utilisateurs donnés. Il y avait aussi des problématiques de lisibilité, comme je disais, parce que comme les conditions d'éclairage, etc., de lisibilité des écrans sont assez compliquées, euh, la problématique de lisibilité des textes et des composants graphiques est assez importante. Et du coup, j'ai travaillé aussi sur la lisibilité des composants sur différents fonds, parce que c'est des applications qui utilisent quelquefois les composants graphiques sont affichés en surimpression des images sur de l'imagerie médicale, des fois sur de la 3D, etc. Donc il y avait des contextes d'utilisation un peu différents. Il fallait trouver des choses qui soient lisibles dans les conditions opératoires. Alors, en dehors de ces conceptions de points un peu spécifiques, ce qui a été réalisé, c'est un guide de style, donc c'est concrètement un document de type bureautique, qui comporte le détail des différents choix de conception qui sont préconisés, donc en termes de lisibilité, de couleur, de taille de police, etc. Et d'aménagement de l'écran. Voilà. Tous les principes généraux sont décrits dans ce guide de style de façon détaillée. Et par ailleurs, au quotidien, les équipes, en fait, on a réalisé également un poster qui comporte, donc concrètement, c'est ce que vous voyez là, hein. Donc c'est un poster qui est affiché en grand dans le bureau des équipes de développement. Et du coup, dans ce poster, il retrouve vraiment les informations clés qui sont à usage très récurrent quand il travaille sur des composants graphiques ou sur les interfaces graphiques. Donc ils savent les épaisseurs de traits, les codes couleurs, les tailles de police, etc. Ils les retrouvent là-dedans de façon rapide. Et du coup, c'est aussi un gain de temps pour eux. Alors, les bénéfices de cette intervention du point de vue d'Exactech, ils ont mentionné notamment un bénéfice normatif dans le cadre médical. C'est-à-dire que les guidelines d'interface utilisateur, en fait, elles sont valorisables d'un point de vue réglementaire parce qu'on est dans un cadre normalisé, en fait, hein. C'est une application médicale, donc dans ce cadre-là, la conception des interfaces utilisateurs fait l'objet d'une politique de prévention de risque. Et du coup, il est demandé aux concepteurs de montrer qu'ils appliquent des spécifications qui sont étudiées de façon à prévenir les risques en termes de facteurs humains d'erreurs humaines, etc. Et par ailleurs, la simplicité d'usage, du coup, est, est également adressé par ce type de normes. Ensuite, l'exemple suivant, c'est celui d'une entreprise qui s'appelle Equinox. Donc, c'est un fournisseur de solutions de réseau optique dédié aux opérateurs de télécommunications. Donc là, la demande, c'était d'intervenir sur l'application de gestion des équipements Equinox. Donc, c'est une application qui s'appelle Celestis NMS. Donc là encore, la demande, c'était de ne pas intervenir sur l'aspect graphique de l'application. Euh, Notamment parce que l'IHM avait initialement été travaillé en amont par un ergonome et un designer. Du coup, le contexte, c'était vraiment une volonté de valider que ce qui a été développé était conforme à la conception initiale et ensuite de voir comment intégrer des nouveautés fonctionnelles qui étaient apparues après l'intervention de cet ergonome et de ce design. Alors le processus qui a été mis en œuvre, c'est tout d'abord un audit sur l'utilisabilité de l'interface dans sa globalité.
des interviews avec des utilisateurs, de façon à avoir un retour concret de leur utilisation de l'application. Et ensuite, il y a une reconception de certains écrans ciblés comme problématiques. Et comme ce qui a été demandé, il n'y a eu aucune intervention sur l'aspect graphique. Alors les bénéfices mentionnés par le chef de projet en l'occurrence, ça a été notamment le fait d'être rassuré par le fait d'avoir un regard critique sur l'interface, de savoir que tout était cohérent et d'avoir des retours clients qui étaient positifs sur l'application. Et du coup, ils ont pu implémenter un certain nombre de modifications. Donc, comme souvent, parmi les recommandations qui sont émises, il y en a qui sont simples à mettre en œuvre et rapides, et d'autres qui sont plus complexes et plus coûteuses en développement. Et donc, voilà, ils ont déjà mis en œuvre un certain nombre des modifications qui étaient proposées, et d'autres ont été mises dans la roadmap pour la suite. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que le travail ergonomique qui a été réalisé est très apprécié et remarqué par leurs clients qui voient vraiment dans cette simplicité d'usage un facteur différenciant par rapport à des outils concurrents euh, qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender pour eux en termes d'usage quotidien. Alors ensuite, on a un autre exemple pour un client qui là aussi est confidentiel, mais par contre je peux vous donner un petit peu plus d'infos, c'est juste le nom du client qui doit être tenu secret. Euh, donc ici, la demande, c'était de concevoir une application qui permette de réaliser un état des lieux d'un véhicule. Donc le contexte, c'est une application qui est utilisée par des professionnels salariés de l'entreprise cliente. Et donc, ces professionnels, leur métier au quotidien, c'est de procéder à l'évaluation précise de l'état d'un véhicule avant de le remettre à la location ou à l'achat. Donc, c'est un usage qui est restreint aux membres de l'entreprise. C'est pas une application grand public que tout un chacun peut utiliser de façon à faire un état des lieux de véhicule. C'est un usage qui est très récurrent, donc c'est vraiment une population assez experte là-dedans. Euh, Donc c'est un processus qui existe déjà, hein, la pratique au moment de notre intervention sur cette problématique-là. La pratique existait, mais elle était basée sur du papier, donc sur des formulaires papier, on le voit en illustration, et sur la recopie d'informations saisies initialement sur le papier dans un outil informatique une fois de retour au bureau ou alors c'était faxé à d'autres opérateurs qui, eux, procédaient à la recopie. Euh, donc on voit déjà la problématique de perte de temps qu'il peut y avoir derrière cette double saisie et les possibilités d'erreur, etc. Et en outre, il y avait une demande de la part de ce client d'une plus forte maîtrise sur les contenus saisis, donc notamment sur le format des photos, sur les angles de prise de vue, sur le fait d'avoir un dossier qui est complet et d'avoir l'ensemble des informations. Alors, ce que j'ai proposé comme intervention, c'est tout d'abord une étude de l'existant, donc voilà, prise de connaissance sur le formulaire papier, sur la façon dont ça se passait concrètement avant la mise en œuvre d'une application en termes d'activité pour les états des lieux, etc. Ensuite, il y a eu un processus de conception itérative avec du maquettage, d'abord sous forme de wireframe. Donc les wireframes, ce sont des maquettes basiques en fait qui sont dénuées de caractéristiques graphiques à proprement parler, mais par contre qui sont précises sur les libellés utilisés, la répartition des informations à l'écran, etc., la lisibilité, les tailles de police, etc. Ça, par contre, on le prend en compte dès le wireframe. Et après, comme je le disais, c'était une conception itérative, donc au fur et à mesure que les choses étaient validées, et là, on allait de plus en plus loin dans les parcours d'utilisation et aussi dans la précision des graphismes présentés dans la maquette.
Donc tout ça pour déboucher à la fin sur une maquette qui simulait d'assez près, en fin de compte, l'utilisation réelle de l'application. Toute proportion gardée, hein, ça reste une maquette, mais en tout cas ça donne un aperçu sur l'écran, on arrive à montrer en fait le parcours général et la logique générale d'utilisation d'une application. Et donc ça permet de se mettre d'accord aussi sur les principes de conception qu'on veut mettre en œuvre. Et donc les bénéfices d'après ce client, c'est que d'une part, au Royaume-Uni, en fait, 100% des opérateurs en charge de procéder à ces états des lieux utilisent désormais cette application. Donc ça a totalement remplacé les applications précédentes utilisées pour faxer, etc. Donc ça a permis de bénéficier aussi d'une meilleure description des véhicules et des photos, une uniformisation des inspections, parce que quel que soit l'inspecteur, du coup, les mêmes choses sont demandées, les mêmes choses sont saisies, etc. Et au final, en fait, les données, comme il n'y a pas de ressaisie d'informations nécessaires, elles sont uploadées, et donc les véhicules, uploadées plus vite, pardon, et les véhicules sont donc remis à disposition dans le système de vente ou de location plus rapidement. Et donc, la mise en œuvre de cette application a permis d'augmenter la qualité de la description des véhicules, de raccourcir le délai de mise en vente et donc de générer un gain financier. Et tout ça avec une utilisation plutôt plus fluide en fait par les opérateurs concernés. Alors l'exemple suivant concerne une entreprise qui s'appelle Urgotech. Donc Urgotech, c'est une start-up du groupe Urgo qui a démarré en 2014. Et donc cette start-up développe des innovations dans le domaine de la santé, hein, qui est le domaine de prédilection du groupe Urgo. La demande, en l'occurrence, c'était une demande assez particulière. Enfin, la demande, pas vraiment, mais l'application, si. C'est-à-dire que c'est une application de neurofeedback. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu ce dont il s'agit. Et donc, c'est une application qui est également reliée au domaine de la santé, elle se destine à des patients qui sont atteints de troubles de l'endormissement. Alors, le contexte, c'est un concept qui est quand même novateur. À ma connaissance, je n'ai jamais vu d'application de ce type. Euh, c'est une application donc, qui est connectée. Donc, le but, c'est que les patients qui sont atteints de troubles de l'endormissement se procurent un casque qui est mis sur la tête, qui capte les ondes cérébrales émises par le cerveau de l'utilisateur. Et l'application dont il s'agit, qui s'appelle Urgonite, est donc connectée au casque en temps réel. Et donc le casque analyse la nature des ondes qui sont émises, et l'application, en retour, fournit un retour visuel. Et le but étant de montrer à l'utilisateur quand il émet une certaine catégorie d'ondes cérébrales qui est jugée souhaitable pour l'endormissement. Et donc le but, en lui fournissant ce retour et en lui montrant que là, ça y est, vous émettez telle catégorie d'ondes cérébrales, et là vous l'émettez moins, là c'est bien, là vous l'émettez, etc. C'était un petit peu de muscler, si on veut, sa capacité à émettre ces ondes cérébrales et à placer son cerveau dans le bon mode pour atteindre l'endormissement. Donc c'est un concept qui est quand même assez original et pas forcément facile à expliquer parce que c'est comme tout, quand il y a quelque chose qui est assez inattendu, en fin de compte, le risque c'est d'avoir du mal à l'expliquer. Donc j'espère que j'ai réussi en ce qui nous concerne aujourd'hui. Euh, donc malgré cette complexité relative et le fait qu'on est quand même sur une problématique de santé, de quelque chose de pénible avec des troubles de l'endormissement, etc., il y avait un souhait de la part d'Urgotech d'avoir une application qui serait ludique, qui serait assez zen, etc.
Et donc c'est une application qui était assez riche d'un point de vue fonctionnel et du point de vue des informations à véhiculer. Alors le processus mis en œuvre en l'occurrence, ça a été un premier volet déjà, parce qu'il y a une première version de l'application qui avait été développée. Et donc il y a eu une évaluation de cette première version qui a été faite sous forme de test utilisateur, donc concrètement sur une dizaine d'utilisateurs. Et ensuite, il y a eu le maquettage d'une deuxième version de l'application qui prenait en compte les nouveautés fonctionnelles et les recommandations issues des tests utilisateurs. Donc les bénéfices à l'issue de l'ensemble de ce processus, ça a été du point de vue des utilisateurs une meilleure utilisabilité parce qu'on a vu que entre la première version envisagée pour l'application, donc qui a fait l'objet de la première série de tests utilisateurs, et, euh, et en fait, la deuxième version, il y a eu des vraies modifications qui ont été apportées et derrière une forte réduction du taux d'échec des utilisateurs sur des parcours clés. Et donc, on peut imaginer que en termes de succès du produit en question, ça aura aussi un vrai impact sur les utilisateurs finaux. Et un autre élément aussi, c'était qu'il y avait une meilleure compréhension spontanée des principes de ce système de neurofeedback, qui est quand même un petit peu compliqué, un peu pas forcément très intuitif à la base. Et donc, les utilisateurs semblaient mieux comprendre les principes de ce système, mieux se l'approprier, et là encore, ça peut être un facteur de meilleure réussite dans le déploiement en fait de l'application et du dispositif à terme. Parce que des utilisateurs qui comprennent mieux, qui sont plus en succès, forcément, ils vont générer un bouche à oreille de meilleure qualité, ils vont en parler autour d'eux, etc. Donc c'est un vrai plus. Ensuite, côté développement, euh, et là, en l'occurrence, c'était un développement qui a été mis en œuvre par Open, donc j'ai pu solliciter les développeurs directement à ce sujet. Donc, ce que disaient les développeurs en question, c'est que bah, en fait, le workflow était beaucoup plus clair parce que le fait d'avoir des cas d'usage illustrés avec des maquettes, des écrans, des enchaînements où on dit voilà, tel bouton il mène à tel écran, etc. Donc il y avait des posters qui étaient comme ça, qui étaient faits et qui étaient affichés concrètement dans le bureau. En plus, il y avait une maquette interactive qui était cliquable sur un terminal, et donc qui permettait également d'avoir un aperçu de la façon dont s'enchaînent les écrans, les fonctionnalités, etc. Donc là, il y avait vraiment une clarification pour eux du mode de fonctionnement attendu, et ça leur permettait de se projeter de façon plus précise en fait sur leur conception technique, et donc de viser juste, comme je le disais tout à l'heure. Et un autre élément qu'ils ont signalé, c'est le fait de bénéficier d'assets graphiques appropriés. Donc voilà, ils avaient leurs icônes dans les bonnes résolutions, les bons nommages, les codes couleurs étaient respectés partout, ils étaient documentés, les tailles de police, etc. Donc tous ces éléments-là, ils en bénéficiaient de façon claire et facilement accessible. Et grâce à ça, en fait, ça leur permettait d'avoir une meilleure performance en fait en termes de vitesse de développement. Ensuite, le dernier exemple que je voulais mentionner, c'est celui d'une entreprise qui s'appelle EcoCompteur. Donc, c'est une entreprise qui est leader dans le domaine des produits connectés pour le comptage des personnes, notamment en ce qui concerne tout ce qui est mobilité douce, les comptages de piétons, de vélos, etc. Donc la demande, en l'occurrence, c'était de procéder à une étude d'ergonomie sur la nouvelle application mobile. Donc c'est une application compagne des produits de basse consommation. Donc c'est une application qui, en l'occurrence, fait partie de l'offre d'éco-compteurs parce que en fait, elle va avec un certain nombre de leurs produits. Donc c'est une application qui est utilisée aussi bien en interne par des développeurs
que par des installateurs, des distributeurs ou des clients finaux. Donc, il apparaissait nécessaire que cette application soit bien acceptée et soit utilisable par tous ces différents profils avec la plus grande facilité. Et la démarche d'éco-compteur vis-à-vis de ça, ça a été de demander à Open de travailler en amont sur les usages et de réaliser une maquette qui permettrait de valider la conception de la nouvelle application avant de lancer les développements. Donc, le contexte d'intervention, c'est le contexte d'EcoCompteur, qui est une entreprise en forte croissance et qui fait face à un parc conséquent de systèmes déployés, parce qu'ils ont 18 000 systèmes qui sont déployés dans 84 pays différents. Donc, c'est quand même assez significatif. Et à côté de ça, ils avaient des retours assez importants en termes d'utilisation sur leurs produits et sur l'application mobile actuelle. Alors le process mis en place, en l'occurrence, ça a été déjà une phase d'observation, notamment l'observation d'une installation de compteurs sur le terrain. Donc ça m'a permis de prendre connaissance des problématiques d'usage en extérieur, avec les conditions lumineuses par rapport à la lisibilité sur écran, etc. Ensuite, on a mené un cycle d'ateliers en fait avec les représentants métiers. Donc ça a permis déjà de définir des profils utilisateurs qui ont été formalisés sous forme de personas. Ensuite, on a identifié des axes d'amélioration et également les nouveautés fonctionnelles qu'il fallait prévoir d'intégrer à cette nouvelle version de l'application. Donc l'ensemble de ce processus d'atelier en fait s'est entrelacé avec un prototypage itératif qui comportait en fait les éléments, voilà, au fur et à mesure des ateliers, des apports d'informations nouvelles. On incorporait en fait au prototype les informations en question, les illustrait, on en faisait plusieurs versions, etc., de façon à justement à pouvoir faire des choix concrets sur la base d'exemples réalistes. Alors, la mise en œuvre concrètement, alors là j'ai mis un petit exemple à côté du type de maquette. Donc là, c'est un exemple utilisé sur ordinateur, on voit la souris, mais le prototype interactif en question est utilisable également sur terminal mobile. Et donc ça permet de valider en extérieur dans des conditions un petit peu plus réalistes, puis avec une interface tactile, etc., l'utilisation de l'application. Et, voilà, et de se rendre compte en fait des parcours disponibles, de la lisibilité générale, de la formulation des, des libellés, des boutons, etc. Et donc c'est une vraie aide aussi pour communiquer, pour savoir si tout le monde est d'accord sur la conception adoptée. Et par ailleurs, les éléments qui ont été conçus de cette façon ont permis d'amorcer un design system en fait à destination des développeurs, de façon à commencer à définir en fait des briques, des composants graphiques élémentaires qui ensuite pourraient être réutilisés pour d'autres activités de conception. Alors le témoignage dont on dispose par rapport à ce projet, c'est le témoignage de Pascal Fifre, qui est chef de projet. Et donc, en fait, ce qu'il signale, c'est que grâce au fait d'avoir fait des ateliers successifs et des maquettes, en fait, on a pu parvenir assez vite à une maquette qui donne un bon aperçu de l'application et des desiderata de tout un chacun dans l'équipe de conception. Et donc, ça a permis d'aller plus vite dans le fait de prendre en compte les besoins des utilisateurs et de leur réflexion, parce qu'en fait, on est allé vraiment, on a eu une approche assez extensive avec un prototype qui est, bon là j'en ai montré qu'un aperçu partiel, mais un prototype qui était quand même assez complet et qui permettait de se rendre compte d'un grand nombre de parcours dans l'application. Et, euh, et donc le fait d'avoir ce support graphique, ça a permis de réagir assez vite en fait à des changements dans les réflexions, de se rendre compte que ce qu'on pensait bien au début, en fait finalement c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire, etc.
Mais comme en fait rien n'avait été développé, c'était encore qu'une maquette, bah, les changements en question, bah, forcément, ça implique un petit temps pour les mettre en œuvre dans le prototype, mais beaucoup moins longtemps que si les mêmes changements avaient dû être mis en œuvre dans les développements réels. Et donc, ce qu'il dit, c'est que pour lui, c'est une excellente manière d'aborder de façon agile l'analyse des besoins et l'ergonomie, et voilà, que c'est un travail qui souhaiterait approfondir. Voilà, donc c'était le dernier exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, si jamais vous avez des questions, c'est de me contacter. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce sera un plaisir. Donc, si vous avez des besoins, des questions sur la façon dont on peut intervenir, vraiment, je vous encourage à me contacter. J'espère que toutes ces explications vous ont permis de voir un petit peu plus clair sur le retour sur investissement que vous obtiendrez en faisant intervenir des spécialistes en user experience. Il faut savoir que Open propose des services dans tous les domaines de l'user experience, donc en ergonomie, en design graphique, en développement front, etc. Et on intervient aussi bien sur des outils professionnels que pour le secteur grand public. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez me contacter, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.